Alors, c'est parti pour le cours sur les antennes. Alors, je vais essayer de rappeler un peu tout. Alors déjà, le rôle des antennes. Imaginons, on a un micro. Donc le micro, il donne un signal audio qui est compris en termes de fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. Le souci, c'est que si on devait faire une antenne pour transmettre ces signaux-là directement, on aurait des antennes de plusieurs kilomètres de long, donc ça irait pas. Donc pour ça, on va utiliser un émetteur. L'émetteur, on va y mettre une porteuse, on va faire de la modulation, et en sortie, on va donc avoir un signal modulé. Souvent, on va avoir aussi un signal qui sera amplifié en termes de puissance, pas forcément en termes de tension, mais en termes de puissance, parce qu'il faut quand même qu'on ait une certaine puissance pour émettre sur l'antenne. Ce signal-là, donc on va l'envoyer sur l'antenne, et l'antenne va émettre ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Je reviendrai un peu plus tard dessus. Ensuite, cette onde électromagnétique, quand elle s'est propagée dans l'air, elle va être reçue par une antenne, et donc on récupère un signal en réception. Donc là, vous voyez, j'avais un signal qui était assez beau, qui était assez propre, etc. J'obtiens en réception un signal qui est modulé encore, c'est le même qu'avant. Par contre, je le reçois beaucoup plus faiblement. Et le récepteur va démoduler ce signal pour récupérer le signal audio. Alors, quand il va démoduler, il va faire quoi? Il va démoduler, il va filtrer pour enlever le bruit, etc., etc. Et on va mettre ça sur un haut-parleur, par exemple, pour écouter notre signal. Ce qu'il faut voir, c'est que globalement, si je prends l'exemple d'une radio fréquence classique, hein, donc les grandes radios qu'on écoute sur un poste radio, l'émetteur, c'est une puissance d'environ 100 kW, de l'ordre du kilowatt, on va dire, ou de la centaine de kilowatts. Le récepteur, donc par exemple dans mon poste radio de ma voiture, c'est de l'ordre du picowatt, c'est-à-dire qu'il faut que euh, les antennes, les postes radio ici, les récepteurs, soient très 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 sensibles pour être capables de détecter des signaux vraiment minuscules finalement. Donc reparlons un tout petit peu de l'onde électromagnétique. Quand une onde est émise, on a ici l'onde qui est émise comme ça. Elle est composée, elle se dirige donc dans ce sens-là, elle est composée d'un champ électrique, le champ E, et d'un champ magnétique, le champ B. Ces deux ondes-là sont périodiques en temps et en espace. Ils ont la même fréquence, donc ça c'est la périodicité temporelle, d'accord, et ils ont la même longueur d'onde, ça c'est la périodicité en espace. La longueur d'onde, je vous rappelle, c'est si je regarde la distance ici, c'est tous les combien mon vecteur se retrouve exactement à la même valeur. Ça c'est la longueur d'onde en mètres. Je vous rappelle qu'on peut calculer la longueur d'onde en utilisant par exemple la formule C égale lambda sur grand T, par exemple. C'est une onde qui est une onde plane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, le vecteur E et le vecteur B sont contenus dans un plan. Et c'est une onde qui est transversale, ça veut dire que par rapport à la direction de propagation, ces deux vecteurs sont dans le plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ici, on voit bien que E, il est perpendiculaire à la direction de propagation, et B, il est bien perpendiculaire à la direction de propagation. Et E et B sont en permanence perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Dans cet exemple ici, là, vous voyez que l'onde, elle est tout le temps, le E, il est tout le temps vertical. Donc là, si je regardais vu de ici, vu de l'antenne d'arrivée, je verrais le E verticalement. C'est ce qu'on appelle une polarisation linéaire verticale. La longueur d'onde, elle peut être calculée, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par lambda sur T. Voilà. Ça fait bien des mètres par seconde, ou sinon une autre formule qu'on apprend des fois, c'est lambda égale C sur F, ou C fois T. Personnellement, je préfère la première parce qu'elle est plus simple. Je dis que là, c'est la vitesse en mètres par seconde, et je vais donner la période qui est là en mètres, et je vais donner la période qui est là en secondes. Donc c'est bien des mètres par seconde, donc c'est vraiment facile à retenir normalement. Deuxième formule, c'est la formule entre E et B. On a la formule C égale E sur B, ou sinon, des fois, on met B de l'autre côté et on utilise B égale E sur C. Voilà en gros pour ces formules-là qu'il faut savoir. Parlons maintenant des polarisations des ondes. Donc les ondes, c'est ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure, les ondes sont polarisées de plusieurs manières. On a la polarisation linéaire, qui peut être horizontale, verticale ou oblique. Donc là, par exemple, si je regarde vue de face, ici, vous voyez que mon champ E, il varie comme ça selon une ligne, et ça, c'est une polarisation oblique. On a la polarisation circulaire. Circulaire, ça veut dire que vu de face, le champ E tourne. Donc ça peut être circulaire droite ou circulaire gauche, suivant le sens auquel ça tourne. Et ça peut être elliptique. Elliptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros,
ça tourne, mais en même temps, ça peut se réduire. Voilà. Ensuite, donc, donnons quelques exemples. Cette antenne-là, si je regarde, les électrons vont bouger verticalement comme ça. Donc ça veut dire que le champ E, il va bouger dans le même sens que les électrons. Donc ce sera un champ E qui sera vertical. Donc là, ici, on va avoir une polarisation qui est linéaire et verticale. Ok ? Si je prends l'exemple de l'antenne Rato ou l'antenne Yagi. L'antenne Yagi, si vous regardez, on a un peu l'image là, ici avec les petites barres qui sont horizontales. Donc ici, en fait, ce sera une polarisation linéaire ou horizontale. Ensuite, si on prend l'antenne qui est là, c'était la troisième qu'on avait vue. Ici, vous voyez que ça tourne, et ça, ce sera une polarisation circulaire. Et suivant dans quel sens est fait le côté hélicoïdal, bah en fait, du coup, on aura une polarisation circulaire droite ou circulaire gauche. Il existe plein de types d'antennes. Ici, je vais vous en présenter quelques-unes, c'est juste pour donner des exemples, mais en fait, le nombre d'antennes est quasi infini. Donc là, je vais juste donner les grandes familles. On a ce qu'on appelle le dipôle. Le dipôle ici, il a le câble qui arrive par là, et il a deux pôles, donc c'est un dipôle. Ensuite, on va avoir le dipôle replié. Donc si vous regardez, en fait, le câble ici, hop, se replie comme ça. Et ça fait pas le même type d'antenne que ça. Ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Ensuite, on a l'antenne, ce qu'on appelle quart d'onde. Donc ça, c'est l'antenne classique, c'est celle qu'on a sur les voitures, celle qu'on a sur le routeur Wi-Fi, etc. Il y a un truc très important sur l'antenne quart d'onde, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan de masse. Donc il faut qu'il y ait un élément métallique qui fasse une masse. On a l'antenne Yagi, donc ça c'est celle classique, l'antenne Rato. L'antenne Yagi existe de plein de manières différentes, on ne rentrera pas dans les détails, vous n'êtes pas censé devenir des spécialistes des antennes. Ensuite, on a l'antenne parabolique. Alors, pourquoi on appelle ça une parabolique? En vrai, le vrai nom de la famille, c'est une antenne à réflecteur. C'est-à-dire que les ondes arrivent, et ça, ce n'est qu'un miroir pour les ondes qui permettent de faire que les ondes qui arrivent dessus sont toutes concentrées ici. La vraie partie antenne dans cette antenne, c'est le LNB. Ça, on l'avait vu en cours. On a les antennes guide d'onde. Bah justement, dans le LNB, ici, on a un tout petit guide d'onde qui est là, qui permet de concentrer les ondes sur la petite partie d'antenne qui est là. On a les antennes cornées, qui est un autre type de guide d'onde, sauf que c'est pas la même taille. Donc c'est un guide d'onde avec un cornet devant. Ici, c'est un cornet à base pyramidale. On a des antennes ground plane. Donc ici, vous regardez, il y a des petites antennes qui vont aussi vers le bas. On a des antennes de type patch. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est les circuits électroniques. C'est des antennes qui sont globalement imprimées. Voilà en gros pour quelques types d'antennes, j'ai essayé de donner les plus communs. Ça, c'est les grandes familles les plus communes, mais il en existe des tonnes. Et même dans les antennes Yagi, chaque constructeur fait ses propres variations. S'il y en a que ça intéresse, j'avais hésité à vous faire un TP dessus, mais il y a des logiciels pour venir simuler l'antenne, son champ d'émission, on peut changer les tailles, on peut déplacer les éléments, on peut optimiser l'antenne pour telle fréquence, etc., etc. On va faire une toute petite parenthèse pour que vous compreniez bien la suite du cours, c'est l'échelle logarithmique. Pourquoi on utilisera l'échelle logarithmique systématiquement quand on fait des antennes? Reprenons l'exemple qu'on avait pris au début. Quand j'ai un émetteur radio, on avait dit que c'est de l'ordre du kilowatt. Quand j'ai un poste de récepteur, on avait dit que c'est de l'ordre du picowatt. Donc ça veut dire que là, ici, j'ai de l'ordre de 10 puissance 3 et là, j'ai de l'ordre de 10 moins 12. Donc entre les deux, ça fait une grande variation. Ça me fait du 10 puissance 15 de différence. Et 10 puissance 15, si j'essaye de le représenter sur un graphique, c'est vraiment pas pratique. Ça me ferait des échelles vraiment pourries. Pour ça, on va passer en décibels. Je vous rappelle comment on passe en décibels. Je vais faire 10 log de la puissance. Donc 10 log de 10 puissance 3, ça me fait 10 fois log de 10 puissance 3, ça me donne le 3. Donc ça me fait 30 décibels, ce qu'on appelle aussi des fois des décibels watts. Pour le 10 moins 12, ça me fait 10 fois 10 puissance 10 log de 10 puissance moins 12, donc ça me fait moins 12 fois 10, donc ça me fait moins 120 décibels ou décibels watts. Il existe cependant une deuxième unité, c'est la puissance décibel en M, dBm. dBm, c'est par rapport à 1 milliwatt. Comment on calcule ça? P dBm, on le calcule avec 10 log de P sur P0, avec P0 qui vaut 1 milliwatt. Donc, je refais le calcul, 10 log de 10 puissance 3 sur 1 fois 10 moins 3, ça me donne 10 log de 10 puissance 6, soit 60 dBm. Et si je prends la puissance en dB,
Ici, je refais la même chose pour la deuxième. Ça va me donner 10 log de 10 puissance 12 sur 10 moins 3. Ça me fait 10 log de 10 moins 9 moins 90 dBm. En fait, la seule différence entre les deux, si vous regardez ici, j'ai rajouté 30 dB à chaque fois. Voilà. Donc la seule différence entre les dB et les dBm, c'est que je rajoute 30 dB et ça me donne des dBm. Mais finalement, l'échelle en elle-même, elle change rien. Donc si j'ai tous mes calculs qui sont en dB, si je change tous les dB en dBm, bah j'aurai pas de souci. Voilà une petite parenthèse pour les décibels. C'était important qu'on revienne dessus pour que vous soyez bien au point sur ça. Maintenant, reparlons de l'antenne isotrope. C'est ce qu'on a vu dans le TP. L'antenne isotrope, imaginez, j'ai une source. La source, on va supposer que c'est un cas idéal. Donc j'ai un câble qui est tellement fin qu'il n'existe pas. Et ma source, elle est capable d'émettre dans toutes les directions. Et je vais aller voir, moi, une certaine distance R. Donc imaginez, comme elle a émis dans toutes les directions, la puissance s'est répartie sur toute la surface de la sphère. Donc je vais pouvoir calculer à partir d'une certaine puissance, je vais pouvoir calculer finalement quelle quantité de puissance se retrouve à cette distance-là. Donc je vais calculer la puissance divisée par toute la surface de la sphère. C'est ce qu'on appelle la densité de puissance ou puissance surfacique. Puissance surfacique, ça veut dire que je prends la puissance et je la divise par la surface. Et quand je calcule une densité, c'est toujours l'élément qui est ici divisé par la surface. Donc ça veut bien dire la même chose ces deux termes-là. Donc je vais calculer ce qu'on appelle ρ. Donc ρ, ça s'écrit si on devait l'écrire avec des lettres, RHO. Et c'est un P arrondi en fait. Alors ici ça se voit pas trop, mais normalement c'est un P beaucoup plus arrondi comme ça. C'est PE sur S tot. Donc la puissance que j'ai émise divisée par toute la surface. Comment je calcule la surface d'une sphère? On l'a vu un peu dans l'activité. C'est 4pi de R carré. Donc ici, la puissance, elle est en watts, la surface, elle est en mètres carrés, et ça va me donner des watts par mètre carré. Et donc, ce que je vous disais, c'est 4pi R carré. On peut donc, à partir de ça, calculer quel est le champ électrique à cette distance. La formule, on l'a vu aussi dans le TP, mais je vous la rappelle, ρ égale E carré sur Z0. Donc ça veut dire que si je cherche le champ électrique, je passe Z0 de l'autre côté, et je vais ensuite mettre à la racine. Donc ça veut dire que j'ai E égale racine de ρ fois Z0, avec Z0 qui est une constante dans le vide. C'est ce qu'on appelle l'impédance du vide. ρ étant en watts par mètre carré, Z0 c'est des ohms, et E c'est des volts par mètre. Et donc Z0 vaut 120 pi et ça vaut 377 ohms. Ça, ce sera forcément redonné, ce n'est pas à savoir par cœur. Voilà, pour le champ électrique. Maintenant, comment je calcule la puissance? Imaginez, j'ai mon antenne en réception qui est ici. Comment je calcule la puissance qu'elle a reçue? En fait, il faut bien voir que là, j'ai des watts par mètre carré. Donc, moi, si je veux une puissance, je veux des watts. Donc il faudrait que je multiplie par des mètres carrés. Et les mètres carrés, ça correspond à quoi? Ça correspond à la surface de mon antenne de réception. Donc suivant la taille de mon antenne, je vais avoir plus ou moins une grande surface. Et la puissance reçue, ce sera ρ fois la surface de réception. Donc si vous regardez cette formule-là, c'est exactement la même que celle-là. Regardez, puissance, si je passe le S tot de l'autre côté, la puissance d'émission, c'est ρ fois S tot. Puissance reçue, c'est ρ fois S réception. Donc ce n'est qu'une proportionnalité des surfaces. Voilà, avec la puissance reçue qui est en watts, ρ qui est en watts par mètre carré, et S réception qui est de nouveau en mètre carré. Voilà pour cette partie. Maintenant, parlons du diagramme de rayonnement. On va d'abord donner des petits exemples pour que vous voyez. Donc vous en avez vu un petit peu dans le TP, mais là j'ai trouvé des exemples qui étaient un tout petit peu plus parlants. Donc on va prendre le diagramme de rayonnement de plusieurs antennes. Le diagramme de rayonnement, il représente la proportion de la puissance qui est mise dans une direction. Ça me donne une proportion de puissance. Ça me dit vraiment vers quelle direction principalement mon antenne elle envoie de la puissance. Donc imaginons l'antenne isotrope. L'antenne isotrope, on a dit, elle émet dans toutes les directions et elle émet dans toutes les directions de la même manière. Donc forcément, le diagramme de rayonnement, ce sera une sphère. Et si j'essaye de la regarder en coupant horizontalement, j'aurai un cercle. Et si je coupe verticalement, j'aurai un cercle aussi. Elle émet de manière complètement équivalente, que ce soit dans l'horizontal ou dans le plan vertical. Prenons une deuxième antenne. L'antenne qui est comme ça. C'est l'antenne dipôle. L'antenne dipôle, elle émet dans quelle direction? En fait, en termes de comme ça, elle va émettre un peu dans toutes les directions. Par contre, elle émet moins vers le haut. Donc en fait, on se retrouve ici avec une sorte de donut comme ça. Pour représenter un petit peu l'idée, c'est un donut. Et du coup, si on le coupe horizontalement, on obtient un cercle. Et si on le coupe verticalement, on obtient deux boules comme ça, là, qui représentent bien le donut.
Troisième type d'antenne, on va prendre l'antenne Yagi, qui est une des antennes les plus communes. L'antenne Yagi, elle émet, on le voit bien, hein, ça fait comme une sorte de pistolet, donc on avait dit elle émet principalement dans la direction de l'axe, et horizontalement, on va avoir quelque chose de différent de verticalement. Donc si on regarde ici, ça fait une forme un peu bizarre. Alors la forme un peu bizarre dépend vraiment du nombre de petites barres que j'ai. Il y a des antennes Yagi avec juste 3 barres, il y en a avec beaucoup de barres, donc c'est juste l'ordre d'idée qui compte. Donc si je regarde ici, ça me fait ici comme ça avec des lobes, avec des formes un peu particulières. Donc si je le coupe horizontalement, donc c'est une tranche, imaginez j'ai mis mon couteau à plat sur l'antenne et je viens découper comme si je voulais lui couper la tête. J'obtiens quelque chose qui est complètement symétrique ici, et on voit bien que l'antenne elle émet principalement vers l'avant, même s'il y a des pics ici secondaires qui sont quand même pas négligeables, et on voit aussi qu'elle émet un petit peu vers l'arrière. Donc ça c'est peut-être un peu plus étonnant, mais oui, une antenne Yagi émet un petit peu vers l'arrière. Ensuite, si on coupe verticalement, donc on prend une hache, hein, on coupe en deux. Si on coupe verticalement, on obtient ça. Alors c'est un truc un peu plus bizarre, c'est-à-dire qu'elle émet peut-être un peu plus vers le bas que vers le haut. Donc ça devient de l'antenne qui est un tout petit peu dissymétrique. On s'en fiche finalement. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de voir le lobe principal. Donc vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est de regarder globalement le lobe principal. Une dernière petite antenne, parce que c'est une antenne qu'on trouve souvent, les antennes patch, c'est celles qui peut-être vous intéresseront le plus dans vos futures études. Alors les antennes patch, elles émettent surtout vers le haut. Donc elles émettent vers le haut et elles émettent pas forcément très loin. Et si on coupe donc horizontalement, on obtient globalement un truc qui est un peu déformé suivant la taille du patch. Si vous regardez là, le patch ici il est un tout petit peu plus long que large. Donc en fait c'est ça qui explique que mon truc ici soit un tout petit peu plus allongé comme ça. Et si on coupe verticalement, on obtient ce truc là. Donc voilà, bon je rentre pas trop dans les détails, ça n'a pas trop d'importance, mais voilà en gros l'idée de cette antenne là. Voilà pour quelques exemples de diagrammes de rayonnement. Maintenant on va rentrer dans qu'est-ce que vous devez savoir faire avec ce diagramme de rayonnement. Comment on lit un diagramme de rayonnement? Alors déjà ici on a le 0 degré en général, c'est là où on mettra le pic principal. Donc si je prends un exemple de diagramme de rayonnement, je le place comme ça et je mets mon lobe principal ici. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le lobe principal, et les autres lobes c'est ce qu'on appelle les lobes secondaires. Et ensuite il reste un dernier lobe, c'est celui qui est de l'autre côté, c'est le lobe arrière. Ensuite, le maximum ici, c'est là où le max là, ce sera là où on a la puissance maximum d'émission. C'est ce qui correspondra à 0 décibels. 0 décibels, c'est ma puissance maximum. Donc, si je prends un exemple d'échelle ici, hein, donc là l'échelle elle serait forcément donnée, mais si j'imagine que 2 traits c'est moins 10 dB, ici je vais pouvoir venir lire la puissance des lobes secondaires. Donc si je regarde, là ici j'ai moins 10, là j'ai moins 20, là j'ai moins 30, donc là j'ai moins 32 à peu près. Pour l'autre, j'avais moins 30 ici, moins 40, moins 42,5 ou moins 42. Et pour le lobe arrière, j'étais à moins 40 ici, moins 60, moins 80. Je me suis peut-être loupé dans la lecture, je sais pas, j'y vois pas bien. Moins 60, ah oui, moins 50, moins 60 dB à peu près. Voilà à peu près l'ordre d'idée de comment on lit les puissances sur les lobes secondaires. C'est toujours par rapport au lobe principal. Ok. Ensuite, il reste un autre élément, c'est on va calculer à moins 3 dB, on va tracer un cercle et on va regarder les deux endroits où le signal dépasse les moins 3 dB. Et ça, c'est ce qu'on appellera l'angle d'ouverture à moins 3 dB. Alors, pourquoi moins 3 dB? Je vous réexplique un tout petit peu l'idée du moins 3 dB. Moins 3 dB, je prends la puissance, je la divise par 2. Donc je vais essayer de chercher les endroits où ma puissance est divisée par 2. Ça me donne quoi quand je passe en décibels? Ben, je vais faire 10 log de ça. Et 10 log de B sur A, c'est 10 log de B moins 10 log de A. Donc ça me donne 10 log de P max moins 10 log de 2. Donc ça me donne, et 10 log de 2, il se trouve que c'est combien? Attention, roulement de tambour, c'est moins 3 décibels. Donc en fait, les endroits où j'ai ma puissance qui est divisée par 2, donc partout où je suis en dessous de ce cercle-là, je suis à des endroits où j'ai moins de la moitié de la puissance. Et donc du coup, ça c'est bien les endroits où j'ai plus de la moitié de la puissance max, pardon, désolé. Voilà. Donc voilà pourquoi le moins 3 dB, c'est quand je divise par 2 en termes de puissance. Donc là ici, il faut savoir lire cet angle d'ouverture. Donc si je lisais ici, je vois que je suis à peu près à 8 degrés ici, et là à moins 8 du coup, vu qu'il est symétrique, ça me fait un angle d'ouverture de
16 degrés. Voilà. Alors attention, il y a des datasheets qui donnent plus ou moins 8 degrés, il y en a d'autres qui vont dire que c'est 16 degrés, donc il faut faire attention à ça, suivant s'ils donnent que la moitié de l'angle ou s'ils donnent l'angle entier. Il y a une deuxième unité qui est utilisée, c'est lié au dBi. Donc le dBi c'est quoi? C'est 10 log de la puissance max sur la puissance ISO. Ça veut dire quoi? En fait, on va représenter sur le diagramme l'isotrope. Donc l'isotrope, elle va être quelque part par ici. Et ensuite, ça, on va dire que c'est 0 dBi. Et donc du coup, 0 dBi, on va lire ensuite tout le reste en dBi par rapport à ce 0. Donc si je viens ici, regardez, je vais regarder cette tension-là, là, le max, et je vais regarder de combien j'augmente en décibels pour avoir le max. Donc ici, cette flèche-là, là, je vais le lire, ça fait un petit peu plus de 10, ça a l'air de faire 12. Donc je vais avoir plus 12, alors j'ai mis 12,5 dBi. Donc le gain en dBi ici, ce sera 12,5 dBi. Et pourquoi on fait ça? Ben en fait, ça permet que toutes nos antennes, on va toutes les comparer par rapport à un truc commun, c'est l'isotrope, qui est un truc qui n'existe pas, qui est idéal, mais ça permet de comparer les antennes entre elles. Donc c'est ce qu'on avait vu dans les datasheets, on avait vu qu'on avait une antenne qui était par exemple à, je sais plus, 12 dBi, l'autre à 30 dBi, etc. Donc ça voulait dire que le pic principal, ici, celle qui est à 30 dBi, elle émet beaucoup plus dans le pic principal que l'autre. Voilà. Voilà pour les dBi, et on va pouvoir mesurer les lobes secondaires. Donc encore une fois, je pars de l'isotrope et je vais reculer ici. Donc là, je recule de 10, je recule à peu près de 20 et quelques. Donc j'ai moins 20 dBi ici pour les deux lobes secondaires. Et je pourrais faire pareil pour les deux autres lobes secondaires et le lobe arrière. Je ne les ai pas fait pour pas alourdir. Voilà la deuxième unité. Donc vous voyez, elle n'est pas trop compliquée, hein. On vous donne l'isotrope, vous lisez les dBi. Ou sinon, le max, on dit que c'est 0 dB et je lis le reste en dB. Donc voilà deux échelles qui finalement ne changent pas grand chose en soi. On va passer à l'élément le plus important de ce cours, c'est ce qu'on appelle le bilan de liaison. Le bilan de liaison, c'est on va essayer de calculer finalement la puissance qu'on a en réception sur notre récepteur, donc à la fin de la chaîne, sur notre poste radio. Et pour ça, on va prendre en compte toutes les pertes, tous les gains, tout ce qu'il y a dans la chaîne. Donc on va partir de l'émetteur. L'émetteur a une certaine puissance PE. Et l'antenne d'émission, elle va avoir un certain gain AE. Alors faites attention parce que dans les sujets, souvent quand ils parlent de gain, ils vont dire GE, par exemple pour le gain, même si c'est l'amplification. Donc il faut faire attention, tant qu'on ne vous dit pas le gain en décibels, vous imaginez que ce n'est pas le gain en décibels, c'est le gain tout court. Et c'est souvent donné par rapport à l'isotrope. Donc nous, on fera toujours par rapport à l'isotrope. Donc ici, si je considère cette première partie, je vais pouvoir calculer finalement la quantité de puissance qui serait émise ici par l'antenne. Pour ça, c'est ce qu'on appelle la puissance isotrope rayonnée équivalente. C'est ce qu'on appelle la PIR. Et ça, c'est un mot vraiment à connaître, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et comment je calcule la puissance qui est ici, sachant que j'avais une certaine puissance PE et que j'ai un gain en puissance de AE, bah je vais faire PE fois AE. Il faut voir qu'on pourra le faire aussi en décibels, mais on le fera tout à l'heure. Maintenant, cette onde, elle est émise, et je mettrai mon récepteur à une certaine distance, D. Donc il faut voir que cette puissance-là qu'on avait ici, la PIR, elle se répartit sur toute une sphère. Donc il faut que je calcule le ρ, comme dans ce qu'on avait vu plus tôt. ρ, c'est la PIR, donc la puissance divisée par la surface, donc la PIR divisée par 4pi d carré. Ensuite, deuxième chose, c'est que l'antenne réceptrice, elle a ce qu'on appelle une surface apparente. Alors la surface apparente, elle tient compte, bon bien sûr de la surface, mais elle tient compte de la capacité de l'antenne aussi à transformer les ondes électromagnétiques. Ça vient de finalement, est-ce qu'elle est bien polarisée, des choses comme ça. Donc je ne rentre pas dans les détails parce que vous n'avez pas à savoir pourquoi, et c'est vraiment du programme au-dessus. Mais dans l'idée, il faut savoir que cette antenne, cette surface apparente, elle dépend aussi du gain de l'antenne. D'accord? Et donc la surface apparente liée à l'ouverture de l'antenne et à son gain, elle vaut lambda carré sur 4pi fois AR. Donc ça c'est pareil, c'est pas à connaître par cœur, mais il faut savoir que ça existe. Et du coup, comment je calcule la puissance finale qui est reçue ici? Eh bien je vais prendre finalement le ρ qui est là, fois la surface apparente. Donc je vais dire que la puissance reçue, PR, c'est ρ fois la surface apparente. ρ, je peux le remplacer par la PIR sur 4pi d carré, et la surface apparente, je peux la remplacer par lambda carré sur 4pi fois AR. Donc j'obtiens bien ces deux termes-là. Et finalement, si je le recombine ensemble, ça me fait la PIR fois AR,
Et tout ça, vous voyez que je peux le mettre ensemble, tous ces éléments-là, là, le 4πd carré et le lambda carré sur 4π carré, parce que tout est au carré. Donc ça va me donner un petit élément qui est ici, lambda sur 4πd au carré. On en arrive du coup à ce qu'on appelle la formule de Friis, ou qui s'appelle aussi l'équation des télécommunications. Ça, c'est une formule à connaître. La puissance en réception, c'est la puissance en émission fois AE, ça c'est ce qu'on avait appelé la pire, fois AR, donc le gain de l'antenne de réception, fois un élément qui prend en fait le cas de la distance, plus le fait que l'antenne elle est plus ou moins adaptée, donc ça dépend aussi de la longueur d'onde, et ça c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement en espace libre, Free Loss Space ou FSL. Tout ce bilan de liaison, attention, a été fait dans le cas où on n'a pas de Terre en dessous de nous, c'est-à-dire que la Terre, la planète Terre n'existe pas. On n'a pas de réflexion, c'est que des trajets directs. On n'a pas, on n'a rien en fait. Ok, c'est l'équation la plus simplifiée qu'on peut avoir en termes de télécommunication. Vous, c'est la seule que vous aurez à savoir faire. Voilà. Et finalement, si on regarde, l'idée c'est quoi? C'est je prends ça, je fais fois ça, je fais fois ça, et je fais fois un élément qui est en plein milieu ici, qui est celui-ci, qu'on appelle l'affaiblissement en espace libre. On va refaire ce bilan de liaison, mais cette fois en décibels, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça va être exactement la même chose, mais on va juste retransformer les deux formules. La pire, on avait PE fois AE. En décibels, je passe à 10 log de pire, c'est 10 log de PE fois AE. Et donc, quand j'ai le log d'un produit, ça me fait la somme des logs. Donc 10 log de pire, c'est 10 log de PE fois plus 10 log de AE. 10 log de pire, c'est ce qu'on va appeler la pire en décibels. Et 10 log de PE, c'est PE en décibels. Et 10 log de AE, c'est GE en dBi. Pourquoi dBi? Parce qu'on était par rapport à l'antenne isotrope. Ici, je peux très bien aussi le donner en dBm. On avait dit tout à l'heure dB ou dBm, ça me rajoute 30 dB ici, 30 dB ici. Donc du coup ici, j'ai bien la même chose. Si j'ai rajouté 30 de chaque côté, je peux bien transformer lui en dBm et lui en dBm. Donc ça, on a cette équation-là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la pire en dB, je prends en PE, j'y rajoute le gain en dBi, et voilà. Donc en gros, l'avantage des décibels, c'est qu'on fait des additions au lieu des produits. Maintenant, reprenons l'équation des télécommunications, ou la formule de Friis. Donc c'est PE fois E fois AR, fois lambda sur 4πd au carré. Donc si je le passe en log, je fais donc le log, 10 log de ça, ça me donne la PR. Là, 10 log de ça, bon, ça me donne des additions. Et je vais juste retravailler un tout petit peu le dernier élément que j'ai laissé comme ça. 10 log d'un élément au carré. En fait, la propriété du log, c'est que ça me donne log de x carré, c'est 2 log de x. Donc le 2 va pouvoir passer devant. Donc ça va me donner 20 log de lambda sur 4πd. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est pas lambda. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer par rapport à une certaine fréquence. Est-ce que telle fréquence va aller plus ou moins loin? Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transformer lambda grâce à la formule C sur F. Donc je vais remplacer lambda par C sur F, ici. Et je vais réorganiser un tout petit peu parce que C c'est une constante, 4pi c'est une constante, donc je vais pouvoir les mettre devant. Et F par contre ça va être quelque chose qui va varier, et D c'est quelque chose qui va varier. Donc je réorganise ça un tout petit peu, je vais dire que c'est C sur 4pi, fois 1 sur F, fois 1 sur D. Et donc cet élément là je vais pouvoir le rebalancer dans l'équation finale. Donc je reprends tous ces éléments là que je recopie. Et là, 20 log de C sur 4pi fois 1 sur F fois 1 sur D, je vais dire que c'est 20 log de C sur 4pi plus 20 log de 1 sur F, mais 20 log de 1 sur F c'est moins 20 log de F, et donc 20 log de 1 sur D c'est moins 20 log de D. Et on obtient donc une équation quasi finale. Ça c'est des constantes, donc finalement, comme c'est des constantes, on peut les calculer, ça ne dépendra pas des antennes utilisées. Donc ici, je peux calculer cet élément-là, donc ça me fait 20 log de 3 10 puissance 8 sur 4pi, ça me fait à peu près 147,5 dB. Et souvent quand on vous donne la formule, on vous le donne non pas avec le C sur 4pi, on vous donne avec le 147,5 dB. Et donc ici, j'ai ceci. Cette équation-là, souvent, on a deux utilités. Soit on vous dit, j'ai une antenne de réception qui est à 25 km, calculez sa puissance. Donc vous avez tous ces éléments-là qui sont donnés dans le sujet, et vous devez calculer la puissance de réception. Deuxième possibilité, on vous dit, j'ai une antenne qui émet à 2,5 GHz, donc du Wi-Fi. Je veux calculer la distance maximale pour que mon récepteur, qui est sensible à 25 décibels, puisse capter. Donc ça, on connaît la sensibilité du récepteur. Et on va calculer le log de D ici. Donc on va en déduire la distance maximum qu'on peut avoir pour que le récepteur arrive à capter l'antenne.
Voilà en gros l'idée de cette formule. Alors, cette formule-là, elle peut paraître compliquée, mais si vous regardez, je prends la puissance d'émission, plus le gain de l'antenne, plus le gain de l'antenne de réception, moins les éléments qu'on avait dit qui dépendent finalement de l'air, le fait que le signal s'affaiblit dans l'air en fonction de la fréquence et que plus je suis loin, plus le signal s'affaiblit. Tout ça, on va le revoir sur un petit schéma pour mieux le comprendre, on va le visualiser. Donc j'ai un émetteur radio, il a une certaine puissance PE. Je vais avoir un câble. Alors là ici, moi dans mon calcul, je l'avais pas mis, mais dans le vrai système, normalement, on prendrait en compte le fait qu'il y a des pertes sur les câbles. Alors en général, c'est pas grand chose, mais il y a quand même des pertes. Donc ça fait une certaine perte. Ensuite, on a une antenne. L'antenne, elle réaugmente le signal. Donc on réaugmente comme ça. On obtient ici la pire. Donc la pire, ce serait ce signal-là, ce niveau-là. Ensuite, l'antenne, il y a des pertes en espace libre. Donc ici, le signal décroît en fonction de la distance au carré, et ça dépend bien sûr des fréquences. Donc si j'avais une première fréquence, ce serait cet arrondi là. Si j'avais une deuxième fréquence, ce serait cet arrondi là. Et plus je vais aller loin en distance, plus ça s'affaiblit. Ensuite, j'ai une antenne de réception qui, elle, va avoir tendance à avoir un gain, donc ça va réaugmenter le signal. Ensuite, on va avoir des câbles qui vont refaire des pertes. Et enfin, on va obtenir donc la puissance en réception qui est ici. Et ici, on va décider si notre signal est capté ou non en fonction de la sensibilité du récepteur. Donc là, j'ai fait un exemple où ma puissance est au-dessus de la sensibilité du récepteur, donc le signal a réussi à être capté. Si la sensibilité était au-dessus, alors le signal, s'il était en dessous de ma sensibilité, ça veut dire que le signal est trop petit pour que mon récepteur soit capable de le capter, et donc du coup, je ne suis pas capable de récupérer mon son.